Merci pour de participer à cet échange. Donc, je vous présente Christian Fauré, directeur des opérations de Wacam, René Harig, directeur de l'expérience client chez Allianz. On a vu voilà, un échange ce matin avec des écueils à éviter, des bonnes pratiques, des modèles aussi qui sont à démontrer. Aujourd'hui, voilà, l'objectif, c'est que vous puissiez témoigner de cette transformation et comment deux acteurs très différents de l'assurance ont pu faire plus que s'adapter, mais finalement adopter l'intelligence artificielle et la déployer au sein de leurs équipes. Christian, tu as une initiative qui a été déployée au sein des équipes avec une annonce assez forte en termes d'agents développés. Je te laisse la présenter. Oui, donc c'est une plateforme agentique qui est constituée de 10 agents, avec un agent qui orchestre évidemment les autres agents. Ça a déjà été évoqué ce matin, autour de la conception des produits d'assurance. Wacam est un acteur de l'assurance en B2B2C, c'est-à-dire que des partenaires qui distribuent les assurances viennent nous voir en tant que risque carrière. Et donc, il faut avoir une rapidité. Voilà, notre modèle d'affaires repose sur la rapidité de réponse pour aller rapidement sur le marché. Et donc, il y a un point de contention dans la chaîne de valeur qui est la rapidité avec laquelle on est capable de faire un produit d'assurance et d'accompagner nos partenaires. Donc aujourd'hui, pour être très clair, en une demi-journée, on fait un produit d'assurance complet. Donc finalement, le temps de réponse et de go-to-market pour nos partenaires, c'est assez critique. Je tiens à préciser que par rapport à notamment la vision qui avait été présentée ce matin, la plupart du développement agentique a été fait par notre président, qui connaît très bien l'assurance. Il a dit, bon, allez, on y va. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui est vraiment un sachant métier, qui connaît très bien l'assurance et qui se retrouve confronté à ces outils-là, on pourrait ça appeler presque du spec-driven développement. C'est-à-dire, bon, mais j'ai des spécifications, je suis un métier, mais voilà, je ne suis pas forcément informaticien ou quoi. Mais voilà, là maintenant, je peux mettre mon savoir. Derrière, il y a quand même du rework à faire. Hein. Mais voilà, ça permet de livrer un produit comme ça, une organisation agentique qui permet de développer des produits d'assurance. Il y en a d'autres. Après, tout le monde s'en est emparé parce que historiquement, je dis historiquement parce qu'il y a un an. Maintenant, avec l'IA, il y a un an, ça devient historique. Ça va tellement vite. Sur cette plateforme, nous avions pris une plateforme qui s'appelle Dust, pour ne pas la nommer. Il y a beaucoup d'entreprises en France qui l'utilisent. Ça permet quand même, à tout un chacun de faire des agents très simplement dans le contexte professionnel et permet de traiter les sujets que tu évoquais, je te tutoie, pardon, de long tail, hein, tous ces, voilà, le self-service, l'empowerment. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'agents. Après, on se retrouve avec le même problème qu'on avait 20 ans avec les sites SharePoint. Tout le monde a son site SharePoint, il y en a partout. Maintenant, tout le monde a des agents, il y en a partout. Bon, se viendra la question de la gouvernance de tous ces agents. Mais en tout cas, le bénéfice réel est tout de suite immédiat. Voilà, juste pour le contexte et le use case. Après, j'ai d'autres préoccupations, on les évoquera si tu veux, mais voilà, j'ai des points de préoccupation. Voilà, au-delà des bonnes nouvelles, on est formidable, j'ai de vrais points de préoccupation. Merci. Et alors René, dans un groupe comme Allianz, on voyait tout à l'heure que Thomas expliquait ce qui était important, c'était d'avoir une main de fer en haut et l'adhésion, de la base. Comment dans un groupe comme Allianz, on entraîne l'IA et puis qu'est-ce que vous avez développé? Si on regarde la matrice qu'on a vue qui était très intéressante avec les processus à forte valeur, assez peu finalement, assez peu de processus et beaucoup avec plus faible valeur. Où est-ce que vous vous êtes concentré? Où est-ce que vous en êtes? Merci beaucoup déjà de me recevoir. Alors effectivement, j'ai beaucoup aimé la présentation. Et effectivement, alors moi je me considère un peu comme un pionnier, puisqu'il y a 10 ans, on a eu une tête d'Allianz, donc l'ancien DG qui s'appelait Jacques Richier, quelqu'un qui est assez visionnaire et connu sur la place de l'assurance, qui avait décidé de lancer une top initiative. Et à l'époque, ça s'appelait le Big Data et un peu d'AI, mais ça s'appelait surtout Big Data. Alors, il appelle des gens dans la compagnie et leur dit voilà, vous avez un peu d'argent pour essayer des choses. Et puis j'ai entendu parler du big data, je suis sûr que ça va changer quelque chose. Mais par contre, je vous soutiens. Okay. Quand j'arrive en poste, il y a des POC qui sont lancés avec plusieurs compagnies. Donc, on fait des chatbots, on essaye de prédire
de la fraude, etc. Mais absolument rien qui est intégré fondamentalement dans les processus. Donc quand on arrive, la première mission a été de dire il faut qu'on s'intéresse au processus, donc on va créer des équipes, des feature teams. Donc on te donne le poste, hein, c'est vachement intéressant, tu es Head of Big Data et AI, mais il n'y a rien, donc j'étais seul. Voilà, j'étais seul avec mes idées. Donc la première complexité, ça a été de travailler avec le COMEX pour définir un nouveau mode de fonctionnement, un fonctionnement qui était directement industriel, avec des équipes métiers. Des équipes métiers, ça fait quoi? Ça veut dire que c'est pas le data scientist qui est roi, c'est des chefs de projet. Allez, on va se le dire, hein, tous des anciens consultants qu'on a formés à des pôles d'expertise. Les experts en sinistre, les experts en souscription, les experts en excellence technique, etc. Donc des petites équipes de 10, mais qui au départ étaient constituées essentiellement de consultants, puis après on a internalisé les compétences. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que très rapidement, bon, déjà, on a arrêté l'époque. 2, on était persuadé qu'on allait créer de la valeur et on s'engageait à créer de la valeur. Et 3, on a éliminé toute la chaîne basse des processus. Donc il y a 10 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit on va se focaliser sur des poches de valeur extrêmes et on va s'y atteler. Mais s'y atteler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu créer le patrimoine data. Hein, on parle de data hub, de data lake, de trucs. Donc on a dû créer le patrimoine data, faire l'acquisition de toutes les données dans une compagnie comme Allianz qui est multiproduit. Bah, c'est tout de suite une galère sans nom, mais tout de suite on s'est adressé à des cas d'usage et on a constitué slowly, mais certainement toute cette valeur data. C'est très important de l'avoir en tête parce que l'AI aujourd'hui n'est pas l'AI qu'on avait il y a 10 ans. Effectivement, on parlait de modèles prédictifs, mais il fallait constituer le patrimoine data, il fallait avoir cette capacité à faire du leverage au niveau des use cases. Donc on a adressé la chaîne des use cases et on a finalement adressé toute la chaîne de valeur des gros processus. Ça veut dire qu'on avait construit une expertise et on a été capable de faire de la détection de sinistres frauduleux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pas faire du shift, par exemple. Je ne sais pas si vous avez tous souscrit à Shift ici. Et donc nous, on a beaucoup travaillé avec Shift et on a fait des POC avec eux. On a fait un contrat avec eux et en fait, on s'est rendu compte de quoi? Qu'en fait, pour être efficace avec Shift, il fallait créer une équipe de spécialistes de fraude qui était plus importante que celle qu'on avait. Mais en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On n'attaquait pas l'ensemble des gestionnaires de sinistres, parce que l'ensemble des gestionnaires de sinistres n'étaient pas en capacité forcément d'activer la détection de fraude, des enquêtes, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un score client qui permettait de dire est-ce qu'un client, on a confiance ou pas en lui. Et donc ça, par exemple, vous passez de quelques centaines, milliers de sinistres frauduleux à je ne sais pas combien de milliers d'indemnisateurs qui vont être capables de détecter la fraude. Et là, vous avez de la valeur. Donc on a eu des approches de ce type-là. Je peux vous en citer d'autres aussi qui sont extrêmement intéressantes. L'excellence technique. Donc dans les compagnies d'assurance, on est très très fort parce que on a des processus de souscription qui sont très très complexes. On doit être capable de gérer, nous, un réseau d'agents généraux qui ont une politique de gestion budgétaire commerciale qui peut être propre avec des particularités liées au multi-équipement. Enfin, donc le processus de souscription est extrêmement complexe. Et on s'est dit qu'on allait suivre le processus de souscription, le contrôle de la souscription avec l'IA. Et là, toute la chaîne Yard, puis après la chaîne santé, puis après la chaîne vie, est assistée avec l'IA. Donc ça, c'est vraiment des exemples concrets de dire, OK, il fallait se focaliser sur les processus massifs, rendre mécanique l'IA. Ça, je pense que c'est important. Dans la capacité d'être impactant en IA, il faut être mécanique. Mécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un doute sur un client au niveau du sinistre, vous bloquez le gré à gré dans les systèmes. Hein, c'est ça, être mécanique. Si vous avez un doute sur la qualité de souscription, vous mettez sous surveillance le contrat. Si vous ne faites pas des actions mécaniques avec l'intelligence artificielle, on est bloqué. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le monde de l'agentique qui arrive et qui va nécessiter d'aller encore un cran plus loin.
On parle de fermes d'agents IA qui vont se développer. D'ailleurs, comment on va les contrôler? Ça va être une question. Hein. 8 télécoms, combien? 800? Ok. Donc 800 agents qui font chacun ce qu'ils veulent dans leur coin, ça va être un peu aussi la foire. Ça va être aussi un peu la foire. Donc ça, c'est vraiment des sujets, être mécanique, avoir le sponsor du COMEX. Et nous, comment on a toujours été alignés avec la stratégie, puisque c'était un débat, en fait, chaque année, présentation de la roadmap AI, le COMEX décide. Alors là, s'il y a des débats. Ah, moi aussi, je veux mon use case, machin, mon truc. Et en fait, le juge de paix, ça a toujours été qu'est-ce qu'on rapporte à la fin en termes de productivité. Et la productivité, elle est à tous les niveaux. Hein. C'est du chiffre d'affaires, c'est des ETP, c'est ça. Et puis, très rapidement, la tête, le DG décide. Et c'est comme ça depuis 10 ans. Et dans une approche frugale. Voilà. Alors, on parle de productivité, de gains en termes de chiffre d'affaires. Comment est-ce que cette transformation, elle est vécue par les équipes? Comment vous les avez embarquées? Et voilà, qu'est-ce que ça transforme en fait dans leur quotidien et sur leur travail? Pour l'introduire, je vais mettre sur la table les 3 points auxquels je pensais qui sont des points de friction. Le premier, ce n'est pas directement ta question, mais j'y viens. Le premier, c'est le coût. Le coût d'inférence des modèles. Arthur Mensch disait devant la puissance publique lors d'une audition, 10% de la masse salariale sur le budget du coût d'inférence des modèles LLM. Si vous allez faire votre exercice budgétaire peut-être à l'automne, rajoutez 10% de votre masse salariale là-dedans, je peux vous garantir que vous n'aurez pas le même budget pour l'année prochaine. Et si vous ne le faites pas, vous ne serez pas en capacité d'accélérer l'année d'après parce que vous ne l'aurez tout simplement pas votre budget. Donc, le coût est énorme. C'est la raison pour laquelle moi je fais des expérimentations avec des modèles open weight chinois hébergés dans des data centers européens pour des enjeux de souveraineté également. Je ne mettrai jamais en production un OpenAI ou un Claude parce qu'on va me retirer le tapis sous les pieds, le modèle qui change, c'est pas possible. Donc c'est très bien, ce sont des modèles vitrines pour tout ce qu'on peut faire, mais derrière, quand on va aller en production, ce ne sera certainement pas chez eux. Donc ce sera des modèles chinois hébergés en Europe pour supporter les process vraiment qui seront automatisés avec l'IA. Le deuxième, c'est que tous ces outils-là, au niveau de l'ensemble des salariés et des collaborateurs, c'est des super pouvoirs. Chacun a des super pouvoirs. N'importe qui chez Wacom peut vous refaire la stratégie Wacom en 1 heure, un business plan sur n'importe quoi, une architecture refondue de A à Z. Donc n'importe quelle demande qu'on fait à quelqu'un, il est capable d'y répondre aujourd'hui. Ça a pour effet, et moi c'est une de mes vigilances, de désagréger le lien social. Pour qu'on travaillerait ensemble, chacun a des super pouvoirs. On est tous des Marvel, là, des super-héros, mais la collectivité du travail commence à se fissurer. Dans toute la long chain, là, quand on n'a que des super-héros, et on sait que, si je prends l'analogie d'une équipe de foot, c'est pas parce que vous avez les meilleures stars que vous payez le plus que vous avez la meilleure équipe. Donc la sensation d'équipe et de collectif avec l'intelligence artificielle, il est très challengé. Moi, je l'anticipe, donc voilà, j'ai peut-être quelques hypothèses, mais en tout cas, je sais que c'est un des sujets de mes préoccupations. Le troisième, ok, on va automatiser, on va gagner, mais je me suis rendu compte qu'une des questions les plus intéressantes à poser aux salariés avec les gens avec lesquels on travaille, c'est leur demander, non pas qu'est-ce qu'on peut automatiser, etc., mais qu'est-ce que tu veux qu'on automatise surtout pas? Parce que c'est le sel de ton savoir, et que si ça passe dans la machine, dans l'automatisation, tu vas te dire à quoi ça sert que je vienne bosser si c'est pour vérifier les outputs d'une machine. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est très bien de se poser la question de l'automatisation et des process et des gains, il le faut. Mais si on n'est pas capable en même temps de dire qu'est-ce que tu veux surtout pas qu'on automatise, là, on est en train de passer à côté de l'adhésion des salariés, parce qu'ils vous voient tous venir. Tu es en train de supprimer mon job avec ce truc-là. Et l'imaginaire est puissant. Et donc, une des manières de traiter cet imaginaire, mais aussi d'être sérieux, c'est de leur demander qu'est-ce que tu veux qu'on n'automatise pas. Et ça, après, ils vous disent tout de suite ce qu'ils veulent automatiser. Et si vous arrivez par qu'est-ce que tu veux qu'on automatise, ça sent l'embrouille. Et du coup, c'est une question que vous avez concrètement posée? Ben oui, en tout cas, moi, c'est une question que je pose. Oui. Mais pour la poser, il faut avoir détecté la tendance et la dérive et tirer le trait pour voir où on allait aller. Donc, voilà. Mais il faut avoir expérimenté parce qu'on
On y va tous avec des enjeux d'économie, d'automatisation, business model as usual, quoi. Mais on oublie ce qui fait le sel de nos métiers, de nos collaborateurs, et il est important de le remettre sur le devant. Pour que ça passe à l'échelle. Souvent, on parle de passer à l'échelle, mais passer à l'échelle, ça passe aussi à l'échelle avec l'humain. C'est pas juste à l'échelle du CPU, quoi, voilà. Et du coup, René, avec Allianz, on change d'échelle en termes d'humain. Et c'est plus difficile, j'imagine, d'embarquer une masse salariale plus importante. Est-ce que pour autant, ça freine la transformation, l'adoption de l'IA, et comment vous avez embarqué les équipes? Alors, c'est très paradoxal. Nous, on a vraiment, côté salarié, une adoption massive, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a 10 ans, on a commencé à travailler tout de suite avec l'ensemble des métiers sur les cas d'usage à valeur. Et aujourd'hui, sur la partie GenAI et agents, ce qu'on constate, c'est que, alors, déjà, on facilite la vie des salariés sur des processus qui étaient complexes. Donc, on déploie des IA génératives capables de répondre à des questions sur les guides de souscription, capables, et là, ça, on appelle ça des intelligences hybrides chez nous de GenAI, où, et je vous parlais de l'importance d'avoir un socle data cohérent, aujourd'hui, on est capable de rentrer des guides de souscription, de rentrer des DG, de poser des questions complexes à de la politique indemnisation, mais ça c'est du process, mais d'y mêler aussi de la data client. Et là, ça devient encore plus intéressant, parce que quand vous posez la question, alors nous, chez nous, ça s'appelle Ask, l'intelligence artificielle, mais Ask Me, vous lui posez la question de qu'est-ce que je peux faire, c'est bien, il va vous dire ce que vous pouvez faire, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce client, son cas, son historique, son passif, son agent, et tout ce qu'on a comme information, là, vous rentrez dans quelque chose déjà de beaucoup plus intéressant. Et là, que ce soit des agents, que ce soit des gestionnaires sinistres, là, l'utilisation, elle est massive, mais c'est un coût. Hein, voilà. Tu as parlé d'un coût, moi, je parlerais plutôt d'un investissement, et il faut le gérer. Sur la partie collaborateur, sur les agents, moi, je me pose souvent la question, mais et comme j'étais peut-être né, mais j'avais pas ce genre de réflexion à l'époque. Mais à quel moment on s'est dit qu'il fallait pas équiper tous les collaborateurs avec Excel? Débat complètement. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui on est dans ce débat en tant que dirigeant. Tu vas pas mettre Excel à tes collaborateurs. Moi, je pense qu'Excel c'est quand même l'outil qui a fait le plus de gains de productivité sur cette planète depuis qu'il a été lancé. Hein. C'est d'une évidence, c'est limpide. Quand on se pose la question, faut-il déployer Copilot ou d'autres agents, je sais pas. La question, c'est que c'est un investissement et on sait que on va avoir des micro-intelligences dans chaque métier qui vont se créer. D'autre part, les collaborateurs, ils peuvent effectivement avoir peur pour leur job. Alors moi, j'ai une équipe aujourd'hui de campagne. Cette équipe de campagne, elle envoie 50 millions de com par an à nos 5 millions de clients. Et premier réflexe, on va écrire tous les contenus avec de l'IA. Génial. Ouais, ok, sauf que leur métier, c'est plus celui-là. Leur métier, c'est d'orchestrer des campagnes omnicanales avec des plateformes de data, des CDP. Ils sont en train de jouer avec l'espace client. Ils sont en train de jouer avec des bannières en e-marketing. Ils sont en train de faire des emails, des RCS, des WhatsApp. La réalité, c'est que leur métier, il a tellement évolué que dans ces courses technologiques, on a l'impression parfois qu'on va substituer, automatiser, mais en fait, il y a d'autres besoins qui se créent. Et donc, ça fait 10 ans que moi, je fais ce boulot. Effectivement, aujourd'hui, les marchés nous demandent plus de productivité. Alors, les marchés ou les actionnaires ou les sociétaires, et peu importe, on nous demande de réinjecter quelque part de la productivité, soit pour être plus attractif en termes de prix, pour mieux fonctionner. Mais la réalité, c'est que depuis 10 ans, en fait, on a aussi adapté, on a fait évoluer nos emplois, et donc les salariés, ils le voient aussi, ça, en fait. Et donc, je pense que c'est moins de crainte. Pardon. Finalement, on peut se poser la question de la complexité des métiers. Est-ce que l'IA les simplifie ou est-ce qu'au contraire, elle les rend plus complexes? Ça offusque, au sens où ça masque. Ça peut donner une apparence de simplicité, mais je peux vous garantir que dans n'importe quel métier, quand vous travaillez avec l'IA, si je prends l'enjeu du développeur, parce
que c'est un des postes importants quand même, la partie de développeur. Ok, l'IA va générer le code. De toute façon, chez nous, il y a interdiction d'écrire du code à la main. Donc la politique est très claire. Mais derrière, ce qui se passe, c'est que vous rajoutez, la contention n'est plus sur la production du code, puisque ça va tellement vite. Donc vous remettez une pression d'enfer côté métier, spec, etc. en amont, et en aval, toute une stratégie d'évaluation, tests métiers ou techniques ou sécurité, etc., mais qui change complètement. C'est-à-dire, un agent, si vous le testez avec la chaîne de production que vous avez, par exemple, dans votre informatique aujourd'hui, il va tout défoncer, l'agent. Donc c'est comme si vous avez fait un petit barrage sur une rivière. Quand l'agent va arriver, c'est un barrage géant qu'il faut pour faire toutes les évaluations. Et même, ce sont des agents qui vont évaluer des agents, parce que les humains ne peuvent pas. Donc c'est toute la chaîne, ce n'est pas juste un outil que je rajoute et qui simplifie ou qui complexifie. C'est cet outil, ça a été évoqué ce matin, il y a le côté humain, mais aussi toutes les technologies de la chaîne de valeur doivent être repensées. Donc c'est pas je change une pièce dans ma machine et puis ça va plus vite. C'est toute la machine qu'il faut changer. Donc ça prend du temps, que ce soit en amont ou en aval. Et ça génère une complexité, hein, parce qu'on est sur des cas voilà, où il faut repenser un peu toute notre chaîne de valeur. Mais d'ailleurs, sur cet exemple très concret, moi j'ai toute une équipe du UX designer. Enfin, leur métier, il a complètement changé, parce que justement, ils sont responsables de beaucoup plus d'éléments, de recettes, ils ont des nouveaux outils à mettre en place, ils doivent aider, donc qu'ils utilisent Figma AI ou Cloud Design, etc. Bon, ça, ils savent déjà que c'est leur métier de demain, donc ils ont des nouveaux outils. Mais par contre, leur relation avec l'IT, avec les producteurs, est complètement différente. Ça, c'est vraiment une chaîne de valeur qui est complètement repensée. Et ça milite quand même pour avoir une situation de complexification de la chaîne de valeur à la fin, parce qu'on n'est pas prêt, tout ça, ça va très très vite. Ça va très très vite. Et parfois, on n'a plus les mains aussi sur les sujets. Alors, on a fait beaucoup, on dépasse un peu au niveau du temps, mais on a fait beaucoup d'outsourcing, de délégation, de trucs. Aujourd'hui, qui récupère la valeur de Cloud Code? Question. Réponse, assez facile, ceux qui réalisent l'IT. Donc, est-ce que la marge que vous allez faire sur ces produits-là, vous la réintégrez au final dans vos capacités d'investissement, ou on ne fait qu'augmenter la marge de nos partenaires? Et a-t-on les capacités pour peser sur les partenaires? En fait, la chaîne de valeur, elle est sacrément bouleversée. Il faut se poser les bonnes questions. Donc aujourd'hui, ça va tellement vite, et on nous demande de la vitesse, mais toute cette couche d'orchestration intellectuelle, l'évolution des métiers, ça va vite, ça va très très vite. Et moi, mon guide là-dedans, c'est la question que j'ai évoquée des savoirs. Qu'est-ce qu'on ne veut pas automatiser? En fait, c'est la boussole. Si on n'a pas ça, on part en automatisant tout, et je vais vous garantir que dans 2 ans, on ne connaît plus notre métier. On n'a plus les savoirs. Parce que ça nous court-circuite vraiment du rapport au savoir. Ça donne une illusion de super pouvoir que j'ai donnée, mais dans 2 ans, on ne sait plus rien. À part requêter un LLM en lui disant c'est quoi le problème. Et là, ça va être difficile. Donc, il faut accélérer, mais qu'est-ce qu'on ne veut pas automatiser? C'est pour ça que cette question, pour moi, est très importante. Voilà. Je crois qu'on a un petit temps pour des questions. Christophe Danglot, de la société Esprit Collaboratif. Donc, comment trouver un bon équilibre entre l'innovation et l'industrialisation? Et vous avez tous mentionné 2 choses. Il y a le fait de faire une veille et également l'aspect collaboratif. Et en fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous avez trouvé un moyen pour garder les yeux et les oreilles sur les cas d'usage du marché, ce que font peut-être les confrères ou les concurrents? Et notamment, vous avez parlé également de la feuille de route qu'on prend au niveau de la direction générale avant de se lancer, de se plonger en fait dans les tests, les POC et autres. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé en fait une façon particulière de mettre en place cette veille, ce partage de bonnes pratiques en interne? Alors il y a 1000 façons de faire sa veille.
assister à des conférences comme celle-là aujourd'hui, s'abonner à des newsletters ou autres, mais avez-vous trouvé une façon efficace et dans le temps pour justement garder les yeux et les oreilles et conjuguer innovation et industrialisation à long terme? Puisque j'ai le micro, je le reprends, je te réponds. Bah, c'est des agents IAN qui font la veille. Et ça, c'est réglé. Mais ça ne fait pas tout, bien évidemment. Enfin, moi, j'ai une orchestration agentique pour ma veille personnelle. Je ne me repose pas sur la veille de l'entreprise. C'est les super pouvoirs dont j'évoquais. Chacun, quand même, peut automatiser énormément sa veille. Mais moi, puisque j'ai un background avant d'être CEO, j'étais très dans la tech. Donc, je suis ce qui se passe au niveau du dev. Voilà, c'est des conférences très tech et très dev que je vois. Les use cases, je les imagine, ça m'intéresse la plupart du temps pas trop, parce que les conférences tech ont 3 à 6 mois d'avance sur ce qui se dit quand on arrive dans des use cases d'entreprise. Donc pour moi, c'est la meilleure façon d'avoir 6 mois. Et 6 mois d'avance avec la rapidité avec laquelle ça va, ça me sert, hein, c'est utile. Hein, voilà. De notre côté, je disais qu'on avait arrêté l'époque et on s'était concentré sur les cas d'usage à valeur. Mais au bout d'un moment, on s'est très vite rendu compte qu'on avait besoin de remettre de l'innovation dans cette IA Factory. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un Innovation Lab de notre côté avec une équipe de data scientists qui allait déployer des cas, des technos, sans avoir un objectif de valeur immédiate, comme je vous l'avais dit. Donc 3 semaines, un cycle très rapide, on regarde ce qu'on peut faire, on teste les techs. Ça, c'est un premier aspect. Et ça a vraiment remis, par exemple, sur la Gen AI, ça a été un fantastique accélérateur parce qu'entre des cas d'usage extrêmement robustes qui coûtent assez cher et qu'il faut industrialiser, on est vraiment dans une logique qui est lourde, même si elle est agile. Et on avait besoin, par exemple, sur la Gen AI, de tester très vite des modèles, des trucs et voir comment ça fonctionnait. Et donc ça, c'est l'Innovation Lab qui l'a permis, donc l'acquisition de compétences internes sur des nouvelles techs. Le deuxième aspect, pour rapport au marché, nous, on a un accélérateur chez Allianz. Et donc Sylvain Thévenot, qui faisait partie de l'Axel, est responsable. Et il a été réintégré dans l'équipe AI. Donc en fait, on a aussi des startups qui viennent nous apporter dans le make or buy. On s'autorise toujours à dire qu'il faut faire parfois du buy pour soit acquérir des connaissances, soit simplement pas se spécialiser dans un domaine qui n'est pas le nôtre, quoi. Donc on a ces deux aspects chez Allianz. Et du coup, c'était la conclusion préliminaire à la conclusion, enfin la question préliminaire à la conclusion. Et on aura une autre session de questions après. Merci beaucoup, merci Marie. Merci René, Christian.